Bonjour à tous, bienvenue dans Sologamie, le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne. Je vous propose aujourd'hui un épisode tiré de mon Survivor Tour, de mon Tour de France à pied contre les violences sexistes que je suis en train de faire. Je me trouve actuellement dans les Pyrénées. Moi, je suis toujours Marie-Albert, j'ai 29 ans et je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Et aujourd'hui, l'épisode du jour, c'est sur le thème de je survis à la peur du bivouac sauvage. D'abord, je voulais me définir comme d'habitude. Donc moi, je me définis comme une femme cisgenre, pansexuelle, française, blanche, célibataire, jeune, mince, valide et athée. Et cet épisode sur la peur du bivouac sauvage, on me l'a pas mal réclamé. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui me posent souvent des questions sur comment est-ce que je fais pour ne pas avoir peur de dormir seule en randonnée dans la forêt, parce que le sauvage, si vous connaissez pas, c'est une pratique qui consiste justement à dormir sous la tente dans un espace naturel, en l'occurrence seul. Et bivouac sauvage, à la différence du camping sauvage, le bivouac sauvage, c'est une pratique qui se fait sur une seule nuit pour les gens qui ont juste une petite tente en randonnée, et on est censé poser la tente à 19h le soir et l'enlever à 9h le lendemain. On est censé se mettre à moins de 50 mètres du sentier. Enfin voilà, il y a tout un tas de règles, mais globalement c'est toléré dans la plupart des espaces en France. Avant de commencer l'épisode, je voulais vous dire que j'avais déjà publié un épisode de mon podcast, c'était mon autre podcast Marie sans filtre. En 2020, le 14 juillet 2020, j'avais publié un épisode qui s'appelait Je survis seule au fond des bois, qui était aussi tiré de mon Survivor Tour, mais du coup de la première partie de mon Tour de France à pied. Cet épisode, je l'ai enregistré au bout de 3 jours, alors que je venais de partir de Dunkerque, puisque j'ai commencé mon Tour de France à pied à Dunkerque le 1er juillet 2020. Et donc dans cet épisode que vous pouvez retrouver sur vos applis de podcast et que je vais rediffuser, je pense, avant celui-là. Donc aujourd'hui, vous écoutez un épisode sur la peur du bivouac sauvage, et si vous allez au dernier épisode de Sologamie, normalement j'ai rediffusé l'épisode de Marie sans fil qui s'appelle Je survis seule au fond des bois. Et donc dans cet épisode Je survis seule au fond des bois, dont je vous recommande l'écoute, il est très court, je parle du mythe du grand méchant loup, du fait que voilà, on a intériorisé les personnes sexisées, donc les personnes qui subissent le sexisme, à avoir peur dans la forêt, que dans la forêt, si on randonne, c'est dangereux, et y dormir, c'est encore plus dangereux parce que la nuit, c'est dangereux, et que dans la forêt, il y a des grands méchants loups, et quand on dit des grands méchants loups, en fait, c'est des humains déguisés en loups qui viendraient nous violer, nous assassiner. Donc il y a tout un mythe, plein de mythes en fait autour de la supposée dangerosité de la forêt pour les femmes, par exemple. Et depuis que je suis petite, j'entends ça, et moi, j'avais jamais dormi dans la forêt avant d'avoir 26 ans. Du coup, forcément, je pensais que c'était dangereux, et surtout, je rencontre beaucoup de gens qui projettent leur peur sur moi, et donc qui s'inquiètent que je sois potentiellement donc violée et assassinée, puisque c'est un peu le duo gagnant pour les femmes dans la forêt, parce que dormir sous une tente dans la forêt, ce serait dangereux. Dans cet épisode que j'avais diffusé en 2020, je parle aussi du fait que les agresseurs, ils agressent en fait dans des espaces dans lesquels ils dominent et dans lesquels ils se sentent bien, dans des espaces familiers, et puis ils agressent des personnes qu'ils connaissent déjà. Donc statistiquement, il y a peu de chances qu'un agresseur aille dans une forêt la nuit, alors que lui-même n'y est pas forcément à l'aise, pour violer une personne qu'il ne connaît pas, c'est-à-dire moi, dont il ne connaît même pas la localisation exacte. Ça n'a aucun sens. Et voilà, du coup c'était juste pour faire ce petit rappel. Vous pouvez aller écouter l'épisode de Marie sans fil sur ce sujet, et je finis en disant que justement dans la forêt la nuit il n'y a personne. C'est vraiment je pense une révélation, mais en tout cas il n'y a pas d'humain dans la forêt la nuit, en tout cas pas aux endroits où je bivouaque. Maintenant, je vais vous faire un petit protocole dans cet épisode pour que ce soit très pratique, que vous sachiez comment moi j'ai fait pour vaincre la peur du bivouac sauvage et qu'est-ce que je peux donner comme conseil
si jamais vous ou d'autres personnes de votre entourage ont envie de tenter l'expérience, ça peut être du bivouac sauvage seul, comme ça peut être du bivouac sauvage à plusieurs. Ça peut être avec une tente, ça peut être sans tente. L'idée, voilà, c'est d'aller dans un espace naturel. Ça peut être juste dans votre jardin, et si vous en avez un, et de dormir dehors. En fait, le principe du bivouac sauvage, pour moi, le plus fondateur, c'est juste de dormir dehors. Et moi, ce que je raconte aussi dans d'autres épisodes de mon podcast, c'est que je n'avais jamais dormi dehors, enfin pas beaucoup dormi dehors avant d'avoir 25 ans. Et donc c'est tout un apprentissage, puisque vu que j'ai été socialisée à dormir dans un lit, dans une chambre, dans une maison fermée, avec les fenêtres fermées, dormir dehors, c'est un nouvel univers. Donc le premier point de mon protocole, quand je me suis lancée dans le bivouac sauvage en 2020, ça a été de me cacher. Donc, pour refaire l'historique, je commence à bivouaquer, à dormir dehors en 2020. Donc j'ai 26 ans, je me lance sur mon Tour de France à pied. Avant ça, j'avais fait le chemin de Compostelle, mais sur le chemin de Compostelle, je dormais dans des refuges, je dormais chez des gens. Enfin, il n'y avait pas du tout d'enjeu de dormir dehors, c'était pas du tout mon délire. Et donc quand arrive l'idée dans ma tête de faire le Tour de France à pied, je réalise que de toute façon il n'y a pas de refuge en France, enfin en partant de Dunkerque. Il y a à la rigueur des campings, mais les campings, ça implique quand même de dormir dehors, et j'ai pas le budget pour me payer des hôtels tous les soirs, et je pense pas qu'il y ait des hôtels non plus tous les 15 km, puisque moi je fais des étapes. A priori, quand je randonne, j'aime bien faire des étapes de 15 à 20 km grand maximum. Donc quand je me suis lancée dans le bivouac sauvage, vu que j'avais intériorisé quand même ces peurs autour du grand méchant loup, du violeur, assassin, et que la forêt c'est dangereux, mon protocole et ma règle numéro 1, c'était de me cacher. Et au début de mon Survivor Tour, donc quand je suis partie du nord de la frontière belge de Dunkerque, je faisais très bien ça. Je me cachais, mais pour vous raconter, c'était vraiment à outrance. Enfin, c'est pas à outrance, on va pas dire qu'on se cache à outrance, mais je trouvais des cachettes improbables. Notamment, je me rappelle une fois, en fait, mon critère, c'était de pas être visible du sentier ou d'une route ou du ciel ou de n'importe où. En fait, il fallait que je sois invisible. Donc ça sous-entendait, même si j'avais une petite tente, qu'il fallait que je me mette dans une forêt. Et donc, ou dans un bosquet ou quelque chose comme ça. Et donc ça voulait dire que moi, une fois que j'étais cachée, je voyais rien. C'est-à-dire que quand on imagine des gens bivouaquer, on se dit sur internet, quand tu vois des photos de tentes dans la nature, c'est des gens qui ont des vues magnifiques sur les, là en l'occurrence je suis dans les Pyrénées, sur les Pyrénées. Ah oui, je vous ai même pas dit, en ce moment je me trouve à la moitié des Pyrénées, j'ai dépassé la moitié du sentier GR10 qui traverse les Pyrénées. Je suis partie le 1er juillet 2023 de Hendaye au Pays Basque, dans les Pyrénées-Atlantiques, et je vise le 30 septembre 2023 la fin de mon aventure. Et au début, je voulais aller jusqu'à Montpellier, mais ce sera pas possible puisque je suis en train de battre le record de la plus lente traversée des Pyrénées. Donc je pense que je m'arrêterai juste à la fin du GR10, donc à la Méditerranée, et c'est un village plutôt qui s'appelle Banyuls-sur-Mer dans les Pyrénées-Orientales. Donc là, je suis à peu près à la moitié. Et au moment où j'enregistre cet épisode, je me trouve justement dans une sapinède. Une sapinède, c'est une forêt de sapins, je suppose, qui ont été plantés par les humains. Et j'ai trouvé miraculeusement un chemin sur lequel je vais bivouaquer ce soir, et qui est relativement plat, puisque l'enjeu dans les Pyrénées, c'est que c'est pas plat. Donc là, je suis dans une forêt, mais quand je suis partie de Dunkerque, c'était relativement plat. Donc il fallait juste que je trouve des forêts, et qu'une fois que j'étais dans la forêt, il fallait que je trouve un endroit où me cacher. Mais plein de fois, le long de la côte, il n'y a pas de forêt en fait. Je vais pas non plus m'éloigner du sentier de randonnée sur des kilomètres pour trouver une forêt. Donc souvent, je me cachais dans des bosquets, et une fois, j'étais sur la côte d'Opale. Donc la côte d'Opale, c'est un sentier que je vous recommande, qui est magnifique, avec des falaises exceptionnelles, on va dire. C'est entre Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, et non, c'est entre Calais et Boulogne-sur-Mer. Je crois que c'est plutôt ça. Enfin bref, c'est dans le nord, la côte d'Opale. C'est trop beau. Et à un moment donné, donc je suis sur cette côte d'Opale, et en fait c'est des prairies, enfin des champs, enfin des prairies, enfin des champs, plutôt des prairies, enfin des pâturages. Enfin il y a bref, des champs, et pas de forêt.
et la falaise. Donc moi je marche le long de la falaise et à un moment donné, je suis à un endroit, j'ai fini ma journée de marche, il faut que je trouve un endroit où dormir. Et ce que je fais pour prévoir, parce que vous allez me demander comment tu prévois à l'avance où tu vas dormir. Oui, enfin faut que je rappelle qu'au début de mon Survivor Tour, je voulais faire que des bivouacs sauvages, donc dormir tous les soirs dans la nature sans payer. Et de temps en temps, je voulais aller chez des gens, des abonnés, pour me doucher, pour dormir dans un lit, pour laver mes affaires, etc. Donc c'est ce que j'ai fait le premier été, c'est que j'ai quasiment pas fait de camping. Enfin, au début, je faisais pas de camping et j'allais chez des gens. Et les 3/4 du temps, je dormais dans la forêt, enfin en bivouac sauvage. Et donc, ce que je fais pour trouver un endroit où bivouaquer, c'est que moi, j'ai téléchargé une application sur mon téléphone qui s'appelle Iphigénie, qui est l'application nationale des cartes IGN. Et pour un abonnement de 25 € par an, je peux télécharger autant de cartes que je veux sur mon téléphone. Parce que l'enjeu, c'est d'avoir les cartes hors ligne, puisqu'il y a plein d'endroits où il n'y a pas de réseau, où la plupart du temps, je suis juste en mode avion et en mode super économie d'énergie sur mon téléphone pour économiser de la batterie, vu que j'ai pas d'électricité autre que mes batteries externes et mon panneau solaire. Donc j'économise. Et puis là, par exemple, dans les Pyrénées, j'ai du réseau, genre pas de réseau. Donc là, au moment où j'enregistre, j'ai pas de réseau depuis genre 2 jours. Et du coup, j'ai téléchargé les cartes à l'avance sur mon téléphone et ça me permet de voir sur les cartes IGN sur mon téléphone le sentier, donc dans quelle direction je dois aller, de pas me perdre. Et puis de voir les zones vertes sur la carte, ça veut dire qu'il y a des arbres. Donc j'avais vu ce fameux jour, j'étais sur la côte d'Opale, j'avais vu une petite tache verte sur ma carte sans doute, et j'arrive à la petite tache verte et c'était genre un minuscule bosquet. Mais là c'était un bosquet d'arbustes épineux, genre avec des épines. Et j'arrive, je ne sais pas comment, à rentrer dedans avec mon 1m80 et mon sac à dos et mes bâtons et tout. Et j'arrive à planter ma tente, je ne sais pas comment dedans, en me piquant partout, en ayant peur de me crever l'œil d'un moment à l'autre avec une épine de l'arbuste. Et au bout d'un moment, en fait, il y avait un blocos, ça s'appelle comme ça? Vous savez, les trucs de la Seconde Guerre mondiale, là, que les nazis avaient construit sur la côte. Je suis censée savoir comment ça s'appelle vu que j'ai fait toute la côte à pied. Bref, il y avait un blocos et donc il y a un touriste je suppose que c'était un touriste, des gens qui venaient toute la journée visiter ce blocos là. Et moi j'étais juste à côté et à un moment il y a un gars qui m'a vu, qui a mis sa tête dans le bosquet et qui m'a vu avec ma tente et il a dû se dire mais c'est qui cette personne? Et c'était trop drôle, enfin c'était pas du tout drôle parce que moi à l'époque j'étais tellement parano, je voulais que personne me voie. Enfin bref, je reviendrai tout à l'heure à cet aspect-là, le fait que les gens me voient quand même. Mais en tout cas, au début, l'enjeu c'était vraiment de me cacher et j'étais prête à tout, y compris à rentrer dans ces minuscules bosquets où pour le coup, j'ai pas eu de chance, quelqu'un m'a vu. Mais bon, après le gars il est parti, il m'a rien dit, c'est rien passé, mais je me suis dit ah merde, il y a une personne qui sait où je suis. Et au début, je voulais vraiment que personne sur terre ne sache où je suis. Et d'ailleurs, j'ai pris l'habitude quand je sors du sentier pour par exemple m'enfoncer dans la forêt pour planter ma tente, en fait de regarder devant moi, derrière moi sur le sentier qu'il y ait personne. Et seulement une fois que j'ai vu qu'il y avait personne, je dévie du sentier, je rentre dans la forêt. Comme ça, je sais que personne de toute façon ne m'a vu m'éloigner du sentier et n'a vu dans quelle direction j'allais pour planter ma tente. Donc au quotidien, je dis pas où je me trouve sur les réseaux sociaux. Pareil, je dis pas et je donne pas ma localisation exacte sur les réseaux sociaux, ce qui peut paraître assez évident, mais les mecs cis n'ont pas ce genre de problème. Je connais plein de mecs cis qui mettent leur localisation exacte au millimètre près sur les réseaux sociaux sans aucun problème. Moi, je peux pas faire ça. Et notamment, j'ai eu un problème en 2021, c'est que quand j'ai été harcelée par mon ex, bref, j'en parle à chaque épisode, vous allez commencer par connaître. En 2021, j'ai eu une relation donc avec Yanis Bayouri, le randonneur que j'avais rencontré en Bretagne, et quand je l'ai largué, il m'a harcelé, il m'a poursuivi sur le chemin. Et comment il a fait pour me retrouver? C'est qu'en fait, j'avais mis ma localisation exacte sur Twitter. Enfin, pas ma localisation exacte, mais disons, j'avais activé la localisation sur mes tweets et j'avais mis un tweet et il y avait la ville où j'étais. Et en fait, c'est comme ça qu'il a su où j'étais, parce qu'à ce moment-là, je me doutais bien qu'il allait me harceler, qu'il allait peut-être me poursuivre. Donc sur les autres réseaux sociaux, Instagram et tout, je mettais pas ma localisation. Mais j'avais oublié que je l'avais mise sur mes tweets. Du coup, je me suis retrouvée à
à pas savoir comment il m'avait retrouvé, parce qu'il m'a retrouvé sur le chemin de randonnée. C'est ce que je raconte dans d'autres épisodes de mon podcast. Je vous renvoie toujours vers ces épisodes pour que vous connaissiez cette histoire avec Yanis Bayori. Donc il y a l'épisode Je survis à la dépendance affective et l'épisode Je survis au harcèlement de mon ex, où je raconte toute cette histoire. Mais je vous en parle à chaque épisode, donc au bout d'un moment vous connaissez. Et donc le gars me retrouve sur le chemin, et je m'étais vraiment demandé mais comment est-ce qu'il m'a retrouvé. Et en fait, c'est plus tard, j'ai découvert que j'avais mis la localisation sous mes tweets et que c'était pas une volonté de ma part. Et donc après, j'ai retiré ma localisation de mes tweets. Mais tout ça pour dire qu'en tant que meuf, en tant que personne sexisée, je suis toujours en danger potentiel si je mets ma localisation exacte, malheureusement, à cause des connards dans ce genre. Donc voilà, au début, je me cachais sur le sentier. Maintenant je me cache beaucoup moins, je me suis vachement détendue par rapport à ça, parce qu'en fait il m'est jamais arrivé d'expérience négative en bivouac sauvage. Donc enfin, j'ai déjà eu des gens qui m'ont vu et qui m'ont dérangée, mais j'en parlerai tout à l'heure. Et donc après je me suis détendue. Mais si vous deviez commencer le bivouac sauvage, pour vous rassurer, moi ça me rassurait vachement de savoir que j'étais invisible en fait. Ça me rassurait. Et comme j'ai déjà dit, dans la forêt la nuit il y a personne. Voilà, donc point numéro 1, me cacher. Point numéro 2, ce que je fais pour me rassurer dans la forêt, c'est que je mets des boules caisses. Vraiment, je ne peux pas faire sans boules caisses, parce qu'en fait là, dans la forêt la nuit, il y a des bruits vraiment très chelous. Faut savoir que la nuit, on n'a pas la vue, donc on perd un sens. Et donc les humains qui ont la vue, la nuit ils ont perdre la vue, et donc on surinvestit l'ouïe. Donc moi la nuit j'entends, comme beaucoup d'humains, plein de bruits décuplés, comme si c'était le fameux violeur assassin qui était à côté de ma tente, alors que c'est juste un minuscule insecte qui est en train de bouger une brindille ou une feuille morte ou même une souris. Une souris, ça peut faire du bruit. Mais tu vois, j'imagine direct que c'est le fameux violeur assassin qui vient me tuer dans ma tente. Et en fait, le problème, c'est que même aujourd'hui, si je mets pas mes boules caisses, je peux développer des fantasmes comme ça. C'est pas vraiment des fantasmes, c'est plus des cauchemars. C'est qu'en fait, il suffit que la nuit tombe pour qu'il commence à avoir ce genre de bruit, qui la journée ne m'inquiétait absolument pas, mais le fait de plus avoir la vue, je me mets à imaginer tout un tas de choses, et forcément c'est le violeur assassin. Et même aujourd'hui, je pense que si je mettais pas mes boules caisses, je pourrais pas dormir quoi. Parce qu'au début, je me rappelle, je me retrouvais dans la forêt, je mettais peut-être pas de boules caisses dès le début, et je sursautais au moindre bruit, et je sortais de ma tente, etc. Enfin, c'était épuisant. Et je me rappelle que les 2 premières semaines de mon Survivor Tour 2020, du coup les 2 premières semaines où j'ai bivouaqué dehors, pour les premières fois, en fait je dormais quasiment pas, parce que même si au bout d'un mois je mettais mes boules caisses, j'étais toujours terrorisée. Et moi dans l'épisode du jour, je veux pas vous expliquer que tout va bien dans le meilleur des mondes et que je n'ai jamais peur, et que je n'ai jamais eu peur, c'est un apprentissage. Et vraiment, au début, j'étais la première à être terrorisée, et au bout de 2 semaines à avoir peur et à mal dormir, je me suis dit, en fait, soit j'arrête de dormir dehors, je me casse et j'abandonne, soit j'arrête d'avoir peur. Parce qu'en fait, je peux pas rester comme ça. Donc, ça a été un peu un déclic. Je me suis dit fuck, et j'ai décidé de plus avoir peur. Mais ça veut pas dire que c'est parti du jour au lendemain. C'est juste qu'après, j'ai décidé de plus écouter les bruits, de bien enfoncer mes boules caisses et d'en avoir rien à foutre. Mais ça veut pas dire que la peur, elle est partie tout d'un coup. Et je pense qu'il m'a fallu plusieurs années pour vraiment ne plus avoir peur. Mais bon, j'en reparlerai encore ensuite. Donc, je mets des boules caisses et je dors maintenant sur mes 2 oreilles. Voilà. C'est des années et des années de pratique. En fait, moi, j'ai pas peur des animaux. Il y a un autre enjeu. Il y a pas que les humains, il y a aussi les animaux. Parce que beaucoup de gens me demandent si j'ai peur des humains, mais aussi me demandent si j'ai pas peur des animaux sauvages. Enfin, des animaux libres, je préfère dire. Comme si, en fait, dans la forêt, la nuit, les animaux attaquaient les humains. Et c'est encore des mythes de gens, souvent citadins, qui n'ont jamais dormi dans la forêt et qui se disent
ben tiens, tu n'as pas peur du sanglier, tu n'as pas peur du loup, et là en l'occurrence je suis dans les Pyrénées, donc est-ce que j'ai pas peur des ours qui vont forcément venir me déranger la nuit et me bouffer? Et ce à quoi je réponds que non, je n'ai pas peur des animaux. Je sais pas expliquer pourquoi, parce que moi aussi je suis à la base pas une meuf de la forêt, et j'ai commencé, comme je disais, à bivouaquer dehors à 25 ans, mais j'ai jamais, en 3 ans de bivouac, j'ai jamais, enfin j'ai déjà entendu des bruits d'animaux, avoir des chevreuils, des sangliers, des renards, enfin plein d'animaux qui passent à côté de ma tente, qui essayent de me voler de la bouffe, ou qui se battent à côté de ma tente, ou qui font des bruits chelous, mais jamais aucun ne m'a attaqué moi, quoi. Jamais aucun n'a détruit ma tente. Et le problème dans les Pyrénées, c'est plutôt les animaux domestiqués, enfin je sais pas comment appeler ça, les animaux des pâturages. C'est-à-dire que c'est des animaux qu'on appelle en semi-liberté, mais qui sont pas en semi-liberté, qui sont juste exploités par les humains. Donc dans les Pyrénées, il y a beaucoup de pâturage l'été, on appelle ça les estives, avec des vaches, des moutons, des chevaux. Et moi, j'ai super peur que la vache, elle marche sur ma tente. Il y a des ânes aussi, il y a des cochons, enfin bref, c'est un délire. Hier, j'étais à un spot de bivouac près d'un lac et près d'un refuge avec plein de gens, et les ânes, ils arrêtaient pas de venir nous marcher sur nos affaires, bouffer nos affaires et tout. C'était un peu drôle, mais un peu chiant aussi. Et finalement, une fois j'étais à un autre endroit et il y a des vaches qui sont arrivées le soir. À mon avis, elles se déplaçaient en troupeau d'un point A à un point B. Et en fait, elles étaient super curieuses de voir qui est-ce qu'il y avait dans cette tente, et de renifler le truc. Et moi, je me disais, à un moment, elles sont tellement grosses, moi je suis allongée dans ma tente, elles sont énormes, et en fait elles peuvent juste percer ma tente avec leurs pattes. Et j'ai rencontré un randonneur qui m'a dit que il y avait un cheval, et c'est plutôt les chevaux le problème en fait. Enfin c'est pas un problème, mais je veux dire qui pose problème aux humains en tout cas. C'est un cheval qui avait percé sa tente avec je sais pas, peut-être son sabot. Et aujourd'hui, j'ai rencontré un autre randonneur qui m'a dit qu'hier, il avait été attaqué par des chevaux qui avaient bouffé ses bâtons de marche. Enfin bref, c'est ça, j'ai plus peur. Et je me dis, quand j'étais face aux vaches, là, je sortais de ma tente et je me disais, je peux pas rester allongée dans ma tente. D'un moment à l'autre, elles marchent sur ma tente et je meurs, tu vois. Genre, les vaches, je sais pas combien ça pèse, mais elles étaient énormes. Donc voilà. Mais globalement, j'ai plus peur des humains. Si aujourd'hui j'ai plus peur de faire du bivouac sauvage, en tout cas c'est plus une peur viscérale, etc., j'ai quand même peur des humains. Enfin c'est toujours pareil, c'est un apprentissage, mais ça veut pas dire que je suis devenue hyper naïve et que je suis en mode, enfin pas naïve, mais hyper confiante, et que je suis en mode y a aucun problème à bivouaquer dehors, mais comme je dis toujours, un mec, s'il veut violer une meuf, il va violer sa femme chez lui, tu vois, il va pas se faire chier à aller au fin fond de la forêt des Pyrénées pour violer une inconnue dont il connaît même pas la localisation exacte. Et voilà. Le troisième point qui m'a aidé à ne plus avoir peur après me cacher et mettre des boules caisses, bah c'est l'expérience. J'en parle depuis le début de l'épisode. C'est vraiment, ça fait 3 ans. 2020, 2021, 2022, 2023, donc même 4 ans, on pourrait dire que je fais ça, que je dors dehors, pas tous les jours bien sûr, mais en tout cas quand je suis en rando. Et devinez quoi, après 3-4 ans de bivouac sauvage, je n'ai jamais été violée ni assassinée. Et les violences sexuelles que j'ai pu subir pendant mon Survivor Tour, pendant mes randos ou pendant le reste de ma vie, ça n'a jamais été pendant que je faisais du bivouac sauvage, ça a toujours été à d'autres moments. D'ailleurs, vous pouvez me dire la dernière fois que c'est arrivé, qu'une randonneuse a été violée et assassinée alors qu'elle faisait du bivouac sauvage toute seule dans la forêt en France, parce que souvent je rencontre des gens qui me disent tu n'as pas peur? Je dis non, j'ai pas peur. Ils me disent mais avec tout ce qu'on entend de nos jours, moi je pourrais pas faire ça. Et je suis toujours en mode mais qu'est-ce qu'on entend de nos jours? Bah ce qu'on lit dans les journaux. Mais qu'est-ce qu'on lit dans les journaux? Enfin, il y a jamais, ces dernières années, j'ai jamais entendu l'histoire d'une seule randonneuse qui a été violée et assassinée dans sa tente alors qu'elle faisait du bivouac sauvage dans la forêt en France. Jamais. Je veux dire, si ça arrivait, on le saurait, quoi. Donc voilà, vous pouvez me dire si vous connaissez des cas. Et j'ai même jamais été expulsée, parce que ça c'est autre chose, c'est que
avoir une peur irrationnelle d'être violenté alors qu'on bivouaque par un agresseur, c'est pas totalement irrationnel, mais comme je viens de le dire, c'est peu probable. La nuit dans la forêt, si l'agresseur ne sait pas où on se trouve. Mais il y a une autre chose qui devrait nous effrayer plus et qui est plus probable, c'est d'être expulsé. Parce qu'en fait, quand je disais que le bivouac sur une nuit de 19h à 9h du matin est toléré dans la plupart des espaces en France, il faut dire que le problème aussi, c'est que la plupart des espaces, des terrains en France sont privés. Donc même quand je me promène dans une forêt sur un sentier qui est national, de grande randonnée par exemple, je me trouve souvent sur des terrains privés, puisque la plupart des parcelles de forêt en France appartiennent à des gens, c'est des propriétés privées en fait. Donc on est théoriquement obligé de demander l'accord du propriétaire avant de bivouaquer sur son terrain, même si c'est juste pour une nuit. Et c'est ça qui est paradoxal, contradictoire, c'est que moi je ne connais pas le propriétaire de telle parcelle de forêt, donc je ne vais pas aller lui demander. Donc je pars du principe qu'il n'y a pas d'inconvénient si je ne laisse aucune trace de mon passage, mais je pourrais tout à fait être expulsée, pas forcément d'une forêt, mais il y a plusieurs fois où j'ai dormi pas très bien cachée et j'ai jamais été expulsée. Alors qu'il y a plein de gens qui m'ont vue, que peut-être des propriétaires m'ont vue, et quand même en 3-4 ans d'expérience, ne jamais avoir été expulsée, mais même pas que quelqu'un me dise que ça pourrait le déranger ou que c'est son terrain et qu'il me laisse dormir là. J'ai jamais eu même pas ça quoi. J'ai jamais eu ce cas de figure. En revanche, j'ai déjà été plusieurs fois dérangée, comme je viens de le dire. Donc une fois, j'étais en Normandie et genre vraiment, je venais de passer une journée de rêve mais exténuante et je me suis pas cachée pour une fois. Parce que déjà il y avait nulle part où se cacher, donc j'avais trop la flemme, j'ai planté ma tente dans un village sur la falaise, mais un peu à l'écart du centre du village, et en fait à minuit il y a des jeunes qui sont venus écouter de la musique à côté de ma tente, et quand ils ont vu ma tente, ça les a fait marrer et ils ont commencé à penser que forcément il y avait un homme dans la tente ou personne. Parce qu'il y a ça aussi, c'est que quand vous voyez une tente fermée dans l'espace public, vous vous dites pas que c'est une femme à l'intérieur. Par défaut, les gens pensent que c'est un homme à l'intérieur ou plusieurs personnes même. Et donc les gars, c'était peut-être des gars de 13 ans, j'en sais rien, mais moi dans ma tente, j'imaginais qu'ils allaient tous me violer, m'assassiner forcément. Et en plus, ils ont commencé, je sais pas, à vouloir pisser sur ma tente ou à côté de ma tente. Après, quand j'ai parlé, je leur ai dit que j'étais là, ils ont commencé à faire des blagues sur le viol, enfin en tout cas à faire des blagues sur le fait qu'ils allaient peut-être rentrer dans ma tente. Enfin, c'était vraiment horrible. Mais avec le recul, je pense vraiment qu'ils avaient 13 ans. Enfin pas 13 ans, mais peut-être 15 quoi. Et j'avais l'impression qu'ils étaient 18 alors qu'ils étaient peut-être 2 ou 3. Et puis après, ils sont partis. Et moi, je me suis dit, ils sont pas, voilà, comme je te dis, ils avaient fait des pauvres blagues horribles. Donc je me suis dit, s'il y en a un des trois ou plusieurs qui veulent revenir d'un moment à l'autre, je suis dans la merde. Donc ils sont partis et je me suis dit, là, tu vois, je devrais bouger ma tente. Quand il y a des gens qui me voient, je devrais bouger ma tente. Mais franchement, il était 1h du mat, j'étais éclatée, j'avais trop la flemme. Donc j'ai pas du tout bougé ma tente, il s'est rien passé. Ils sont jamais revenus. Une autre fois, j'étais à un endroit pas très bien caché non plus. Il y a un 4x4 qui est venu faire des tours autour de ma tente. Plusieurs tours de 4x4 avec des gens à l'intérieur qui parlaient super fort. Et j'avais trop peur. Et puis après, ils sont partis, ils sont jamais revenus. Une autre fois, j'ai eu la police. J'étais pareil à un endroit pas du tout caché, mais il y avait nulle part où se cacher. J'ai planté ma tente à un endroit et il se trouvait que malheureusement c'était un endroit où les voitures pouvaient venir, parce que c'est mieux aussi de se mettre à un endroit où des voitures ne peuvent pas venir. Et donc là il y a une voiture de police qui s'est pointée genre le soir. J'étais en mode mais c'était une impasse en plus au bout d'un champ. Je me dis mais pourquoi la voiture vient là? Et si elle vient là, c'est pour vérifier qu'il y a des gens comme moi qui dorment pas là peut-être, tu vois. La voiture est arrivée, j'ai entendu les portières s'ouvrir, quelqu'un descendre de la voiture, j'étais sûre que c'était une voiture de police. Hein. Puis moi je suis restée dans ma tente, j'ai attendu, et la personne est re-rentrée dans la voiture, a refermé les portières et la voiture est partie. Donc littéralement la police est venue, ne m'a rien dit, ne m'a même pas regardé et est repartie et n'est jamais revenue. C'était trop bizarre. Et puis il y a eu la fois, donc je vous ai dit, où le gars m'a vu dans le bosquet. Après il y a eu sans doute plein d'autres fois où des gens m'ont vu, mais ça m'a pas traumatisée. Et les seules fois où j'ai dû bouger ma tente au milieu de la nuit, ça a été à cause du vent. Parce que des fois je plante ma tente, surtout avant j'avais une tente qui était pas très résistante au vent. Et une fois je me suis retrouvée donc à bouger ma tente au milieu de la nuit parce qu'il y avait trop de vent là où je m'étais mise.
Et quand je l'avais planté, je m'étais dit bon, ça ira, ce soir le vent va se calmer, ce qui n'a pas du tout été le cas. Du coup à minuit, j'ai déplanté ma tente, je l'ai planté à un autre endroit, mais ça m'est arrivé plein de fois de changer ma tente d'endroit, aussi des fois parce que j'étais trop en pente. Une fois j'étais trop en pente, donc j'ai déplanté ma tente pour la planter à un autre endroit à minuit. Et puis il y a pas longtemps, j'étais donc dans les Pyrénées sur une station de ski à côté d'un refuge, et en fait il y avait un chalet avec des gars qui faisaient genre un enterrement de vie de garçon, genre une dizaine de gars, 6 blancs et hétéros, et qui faisaient un ramdam pas possible, du bruit quoi, qui faisaient la fête. Et plutôt que d'attendre minuit comme d'habitude, j'ai bougé ma tente à 22h. Je l'avais plantée super tôt l'après-midi. Et là, je l'ai déplantée, je suis allée en bas de la station de ski, je l'ai plantée sous le tire-fesse avec d'autres potes, et fin de l'histoire quoi. Et le lendemain, les gens qui n'avaient pas bougé leur tente et qui avaient enduré le bruit des gars qui faisaient l'enterrement de vie de garçon ont dit qu'ils n'avaient pas dormi de la nuit. Donc déplanter la tente au milieu de la nuit pour la planter à un autre endroit, c'est une galère sans nom, c'est très chiant parce qu'en fait il faut enlever les affaires à l'intérieur de la tente, les mettre dans le sac. La tente, je vais pas la déconstruire, enfin la plier complètement, donc je vais la garder un peu debout pour la planter à un autre endroit, mais ça il faut mettre la lampe frontale, il faut s'y retrouver, il faut tout porter ça jusqu'à un autre endroit, enfin c'est pas du tout cool. Mais le lendemain je suis vraiment super contente d'avoir dormi, tout simplement, parce que une autre fois un camping en Bretagne, genre il y avait une fête en dehors du camping et il y avait personne, enfin les gens ont fait la fête jusqu'à 6h du mat, il y avait rien à faire. Et j'ai pas dormi de la nuit, et j'étais tellement en colère. Et je suis pas allée voir les gens pour leur dire de faire moins de bruit, et j'ai supporté ça, et c'était terrible. Moi, vraiment, le sommeil primordial, hein, surtout quand on a randonné toute la journée. Donc maintenant, je dors très bien en bivouac sauvage, même si j'ai aucun réseau et que je suis pas du tout cachée. Comme là, sur ce sentier où je dors littéralement entre 2 sentiers, donc en fait n'importe qui me voit, et il y a des gens qui me dérangent en permanence quand j'enregistre cet épisode de podcast. Et puis le 4e point, après me cacher, mettre des boules caisses, c'est l'expérience. Le 4e point qui pour moi change tout au niveau de la peur du bivouac sauvage, c'est l'autodéfense féministe. J'en parle beaucoup, et encore une fois je pense rediffuser un épisode de mon podcast Marie sans fil qui s'appelle Je pratique l'autodéfense féministe, et que je vais rediffuser dans Sologamy demain. Donc si vous voulez l'écouter, il passera demain. Parce que l'autodéfense féministe, je n'arrête jamais d'en parler. Je n'arrêterai jamais d'en parler tant que tout le monde n'aura pas été formé. Et même une fois qu'on a été formé, moi je me reforme d'année en année parce que c'est des choses qu'on oublie. Et ça se pratique comme les premiers secours, comme plein de choses, il faut pratiquer. Donc juste pour vous rappeler, l'autodéfense féministe, c'est quoi ? C'est une façon de réagir à des potentielles agressions. Donc de se défendre en féministe, c'est-à-dire en utilisant des moyens à notre disposition en tant que personne sexisée, en tant que personne potentiellement handicapée, vieille, mince, grosse, peu importe. Il y a toujours des solutions pour se défendre face à une agression, même venant si on parle d'une agression physique, même venant d'un mec qui pèse 120 kilos et qui est tout en muscles, quoi, et mesure 2 mètres. En fait, il y a toujours un moyen de s'en sortir, et c'est ce qu'on apprend en autodéfense féministe. Et moi, j'ai découvert cette pratique en 2018 parce que j'avais subi des agressions et que je voulais me défendre et ne plus avoir peur. Et l'autodéfense féministe, c'est vraiment relié à cette peur, en fait. Quand on pense à la peur du bivouac sauvage, qui est, comme je l'ai dit, un peu irrationnelle, ce qui change tout, c'est de ne plus avoir peur. Et au-delà de l'expérience et des autres techniques que j'ai expliquées avant, si aujourd'hui j'ai pas peur, et même quand il y avait ces jeunes, par exemple, je vous ai raconté en Normandie, qui écoutaient de la musique à côté de ma tante, qui faisaient des vieilles blagues et dont j'avais super peur, en fait, je n'avais pas peur. Enfin, ma peur était contrebalancée par le fait que je savais que je pouvais me défendre, et que si ils commençaient à rentrer dans ma tente, j'allais utiliser telle ou telle partie de mon corps pour les mettre KO, pour ne pas qu'ils me touchent, pour qu'ils me laissent tranquille, pour leur faire peur. Enfin, en fait, il y a plein de techniques d'autodéfense féministe. Moi, je suis pas professeure, donc je suis pas là pour vous les expliquer, mais juste
et puis encore une fois, j'ai fait un épisode de podcast qui s'appelle Je pratique l'autodéfense féministe et que je rediffuse demain. Mais pour synthétiser, il y a 3 piliers à l'autodéfense féministe. Il y a l'autodéfense émotionnelle, donc le fait justement de se mettre dans une bulle et de visualiser le fait qu'on va surmonter une agression, donc de prendre confiance en soi. Donc c'est l'autodéfense émotionnelle, ça passe aussi par des méditations, par des visualisations. Enfin, c'est un travail qu'on fait en stage d'autodéfense féministe. Il y a l'autodéfense verbale. Moi, l'autodéfense émotionnelle, c'est ce que j'utilise en fait, justement quand j'étais dans ma tente et que j'avais peur. J'utilise encore aujourd'hui l'autodéfense émotionnelle à plein de moments de ma vie, pas que quand je suis sous ma tente, en me disant en fait, même si là quelqu'un arrive et me fait du mal parce que j'ai peur, je sais que je peux me défendre. Donc ça, c'est de l'autodéfense émotionnelle. L'autodéfense verbale, c'est utiliser la parole pour se défendre face à par exemple des violences verbales ou des violences psychologiques, voire des violences physiques. Enfin, l'autodéfense verbale, c'est très très utile. Et l'autodéfense physique, c'est ce qu'on retient souvent de l'autodéfense féministe, en imaginant que les féministes vont utiliser leurs genoux pour les mettre dans les couilles de leur agresseur et les mettre hors d'état de nuire. Mais l'autodéfense physique, c'est qu'une partie de ce qu'on apprend en stage d'autodéfense féministe, et c'est ce que j'utilise le moins au quotidien, puisque je ne passe pas mon temps à me battre avec les gens. Du coup, c'est pour ça que je refais des stages régulièrement. J'en ai fait en 2018 et puis j'en ai refait en 2022, et je pense que tous les 2 ans c'est pas mal, peut-être refaire en 2024, parce qu'en fait j'oublie. Et dans ces stages qui sont proposés par des associations féministes dans, pour l'instant, les grandes villes de France, en Belgique, au Canada, aux États-Unis, en Suisse, enfin voilà, il existe plein de choses qui existent. Vous pouvez regarder sur internet, taper autodéfense féministe et le nom de l'endroit où vous habitez, et vous verrez s'il y a des associations féministes qui proposent ça. Mais moi, j'avais fait ça à Paris et c'était sur 2 jours, à chaque fois des stages de base. Il y a des prix adaptés selon vos moyens. Et normalement, il y a des stages aussi qui sont ouverts aux personnes handicapées, aux personnes queer, aux personnes grosses, aux enfants. Enfin voilà, il existe plein aussi de stages spécifiques. Et moi, ça m'a changé ma vie, puisque ça m'a changé mon état d'esprit. J'aurais pas pu faire, je pense, me lancer dans le bivouac sauvage et me lancer dans mon Tour de France à pied sans avoir fait de l'autodéfense féministe, parce qu'en fait, quand les gens me posent toujours cette question, pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a une randonneuse qui m'a dit que j'étais courageuse de le faire seule, de marcher seule. En fait, moi, quand les gens me demandent si j'ai peur, pourquoi j'ai pas peur, est-ce que t'as pas peur, j'ai répondu que j'ai pas peur, parce qu'en fait, le fait est que je peux avoir peur. Il y a plein de moments où j'ai peur, mais c'est contrebalancé, comme je disais, toujours par cette confiance en moi que j'ai, où je sais que je peux me défendre, où je sais que je ne risque rien, entre guillemets, parce que s'il y a un ou plusieurs agresseurs qui arrivent, je peux m'en défaire. Et donc ça, même si concrètement j'ai jamais eu à le faire, puisque jamais plusieurs hommes ou un homme a essayé de me violer depuis que j'ai fait de l'autodéfense féministe, en fait ça change tout. Et même je pense que ça empêche aussi les agressions, parce que ça se voit sur mon visage que je suis hyper déterminée et que je me laisserai pas faire. Et donc finalement, c'est ça qui m'a donné le plus confiance en moi. Et aujourd'hui, j'ai pas besoin d'armes ou de protecteurs quand je randonne, parce qu'on pense souvent que si on est seul, en fait, c'est dangereux parce qu'on pourrait pas se défendre, et qu'un homme serait là pour nous défendre. Ou alors, quand quand je suis partie sur Compostelle, ma mère elle m'avait donné une bombe de lacrymo, ça s'appelle comme ça, lacrymogène. Et en fait, c'est interdit en France d'en porter sur soi, donc déjà c'est absurde. Et en plus, quand on est agressé, c'est vraiment le dernier truc genre t'es agressé, tu vas dire excusez-moi, attendez, avant de m'agresser, je vais fouiller dans mon sac à la recherche de cette bombe lacrymogène que je n'ai jamais utilisée. Je vais vous en foutre sur la gueule sans m'en foutre sur ma gueule à moi. Et comme ça, vous allez arrêter de m'agresser. C'est pas comme ça que ça se passe, les agressions. Donc ce qu'on apprend aussi en autodéfense féministe, c'est que on n'a pas besoin d'armes, notre corps il est largement suffisant, et au contraire utiliser des armes, genre des couteaux, je ne sais quoi, en fait c'est plus dangereux pour nous-mêmes que pour se sortir de la situation. Enfin bref, encore une fois, j'ai un épisode de Marie sans filtre sur l'autodéfense féministe que je rediffuse demain et que je vous invite à écouter à ce sujet, et je vous invite également à participer à ces stages d'autodéfense féministe ou à lire les livres qui existent sur le sujet. Il y a Non c'est non de Irène Zellinger et Pour une autodéfense féministe de Mathilde Bléza. Enfin, en tout cas, c'est les 2 livres que j'ai en tête et que j'ai lus il y a pas longtemps. Donc, vous pouvez déjà, s'il n'y a pas de stage à côté de chez vous, ou si vous n'êtes pas prêt à vous investir là-dedans, lire ces livres ou regarder les vidéos sur le sujet ou écouter mon podcast, parce qu'en fait,
moi ça m'a changé ma vie. Et c'est pour ça que j'en parle tout le temps, c'est que c'est ça qui change tout, c'est je n'ai pas peur parce que je sais me défendre. C'est tout. Et c'est pour ça que je bivouac solo, sinon je ne ferais jamais ça. Maintenant, j'ai juste peur de l'orage. Non, vraiment, l'autre jour, j'étais sous ma tente dans un camping, donc au début, c'était marrant quand j'ai commencé à bivouaquer, enfin à faire de la rando en France, là. Je dormais mieux quand j'étais au camping que quand j'étais en bivouac sauvage, parce qu'au camping, je me sentais plus en sécurité. Alors que statistiquement, en fait, j'ai plus de chances d'être agressée au camping, puisqu'il y a des gens au camping, que dans la forêt où il y a personne. Bref, l'autre jour, j'étais au camping et il y a un orage. Maintenant, c'est plus le cas, hein. Je dors super bien dans la forêt, c'est un truc de fou, c'est exceptionnel. Je dors vraiment sur mes deux oreilles, mais il m'a fallu des années pour bien dormir, hein. C'est juste une question d'habitude, je répéterai ça pendant tout l'épisode. Et donc, l'autre jour, j'étais au camping dans les Pyrénées, il y a eu un orage, et en fait, j'ai une nouvelle tente, enfin, ça fait 1 an que je l'ai, j'avais pas trop testé le gros orage avec. Et là, il a plu pendant genre 3-4 heures non-stop, mais énorme déluge. Et vraiment, c'était chaud. Et j'étais dans ma tente et j'avais trop peur. Alors que j'étais au camping, tu vois, enfin au pire, si ma tante elle prend l'eau, je vais dans les toilettes, on va survivre. Mais j'avais trop peur et l'orage c'est terrorisant, et si ça m'arrivait genre quand je suis en bivouac sauvage, ce serait horrible parce qu'en fait au bout d'un moment quand il pleut trop, ma tante elle prend l'eau de tous les côtés, mais c'est comme toutes les tentes en fait, s'il pleut s'il y a une pluie torrentielle pendant 4 heures, toutes les tentes elles prennent l'eau d'un côté ou de l'autre. Et donc au fur et à mesure, je voyais mes affaires qui commençaient à se mouiller et tout. C'était vraiment pas cool. Heureusement, j'ai plein de sacs étanches et puis le lendemain, j'ai pu faire sécher mes affaires, il n'y a pas eu de problème et puis c'est arrêté de pleuvoir et j'ai pu dormir. Mais c'est juste pour dire que s'il y a bien un truc qui est flippant, c'est l'orage. Et puis l'orage en montagne, c'est dangereux aussi parce que ça peut y avoir un éclair sur la tente, enfin ce genre de bail, enfin bref. Ça, j'ai plus peur. Et des vaches, je vous ai dit, et des chevaux. Et je crois, pour finir l'épisode, que c'est plutôt moi qui fais peur aux gens. Et ça, je renvoie vers l'image de la sorcière, c'est qu'une femme seule qui randonne seule, déjà, les gens trouvent ça un peu effrayant et très bizarre, même s'il y en a plein. Et une femme seule qui va s'écarter du chemin pour s'enfoncer dans la forêt et aller bivouaquer à un endroit, c'est super bizarre. Genre, on se demande pourquoi elle fait ça, c'est une genre de clocharde, de SDF, de sorcière. Et donc, je pense que c'est plutôt moi qui fais peur aux gens. Et maintenant, j'apprécie beaucoup mes bivouacs sauvages en solitaire. Beaucoup plus en fait que mes bivouacs partagés avec d'autres personnes. Par exemple, la nuit dernière, j'étais donc au bord d'un lac et on était tous les uns les unes contre les autres parce qu'en fait, il y avait un seul endroit plat où poser notre tente à côté du refuge et à côté du lac. Et en fait, c'est trop chiant parce que si tu veux faire pipi, caca, te dessaper, te changer, en fait, t'as tout le monde qui te voit, il faut aller aux toilettes. Quand tu parles, tout le monde t'entend. Enfin, tu vois, c'est trop chiant pour dormir et tout. Enfin, c'est pas du tout cool, même si oui, on partage un repas ensemble, on s'est baigné dans le lac ensemble, c'est super. Mais là, je suis toute seule dans ma forêt, je sais que je vais dormir toute seule, je suis trop bien. Et quand je suis en camping, c'est trop chiant parce que les gens font du bruit. La plupart des gens en camping sont pas en Tour de France à pied, du coup, ils sont là en vacances, donc ils ont le droit de faire du bruit, tu vois. Et moi, à 21h, je suis en mode excusez-moi, mais j'essaie de dormir. Donc quand je suis en bivouac sauvage, maintenant, j'arrive vraiment mieux à dormir et je me réveille le matin après 10 heures de sommeil dans la forêt. Je suis trop bien et je fais mon caca. Je vous renvoie à l'épisode précédent de Sologamie sur comment faire caca, pipi et avoir ses règles en rando. Et je médite 20 minutes tous les matins dans ma tente. C'est trop stylé, surtout qu'en fait, ma nouvelle tente, il y a 2 toits. Il y a un toit moustiquaire et un second toit pour la pluie. Et du coup, quand il fait beau, j'enlève le second toit et je garde que la moustiquaire. Et du coup, je peux voir les arbres au-dessus de moi, le ciel étoilé. Enfin, c'est trop stylé. Donc, mon conseil pour finir l'épisode, comme je vous l'ai déjà dit 1000 fois, c'est d'y aller par étapes. Moi, pour être honnête, j'ai commencé par faire Compostelle en dormant chez les gens. Ensuite, j'ai fait Compostelle en dormant en refuge. Le chemin de Compostelle, si vous connaissez pas, c'est un chemin de randonnée qui part de n'importe où, à peu près de où vous voulez, genre chez vous, et qui va jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, qui est une ville en Galice. C'est en Espagne, au nord du Portugal. Et donc j'ai fait Compostelle en dormant chez des gens. Moi, je suis partie de chez moi, de Paris. Et ensuite, quand je suis arrivée en Espagne, je dormais plus que dans des refuges parce qu'il y avait des refuges. Mais c'est quand même une étape aussi d'apprendre à dormir en dortoir avec des inconnus tous les soirs. Et puis après, je suis passée au bivouac sauvage caché. Et puis maintenant, je fais des bivouacs sauvages pas cachés. Et voilà.
Puis l'étape suivante, c'est la nuit à la Belle Étoile. Je sais pas si vous connaissez. Dormir à la Belle Étoile, ça consiste à dormir sans la tente. Parce qu'en fait, la tente, c'est très cool, mais c'est pas ultra nécessaire en fait. Disons que la moustiquaire, ça évite les moustiques, les tiques, tous les insectes, les limaces, parce que moi, surtout dans les Pyrénées, là, j'ai des limaces quand c'est humide qui grimpent sur ma tente par tous les côtés. J'ai quand même eu une phobie de la limace pendant très longtemps. Donc c'est un sacré délire. Donc la moustiquaire c'est utile, mais vraiment il y a plein de situations où il n'y a pas beaucoup d'insectes et où c'est tranquille quoi. Et en fait je voulais tester ça un jour dans ma vie, de dormir sans tente, parce que c'est une autre étape et ça fait plus peur. La tente ça donne l'impression d'être protégé mine de rien. Et l'année dernière j'ai passé l'épreuve, j'ai fait une première nuit à la Belle Étoile. Ce qui est drôle c'est que je l'ai d'abord fait avec un groupe de personnes que je ne connaissais pas. Alors qu'encore une fois, statistiquement, j'ai plus de risques d'être agressée si je suis avec un groupe que si je suis toute seule. Mais bon, c'est comme ça que ça m'a rassurée. Puis, donc j'ai fait ça avec un groupe de personnes que je connaissais pas, mais que voilà, c'était une activité proposée par l'agence des espaces verts d'Île-de-France. C'est exceptionnel. Je sais pas si vous connaissez. Si vous habitez en Île-de-France, c'est exceptionnel, l'agence des espaces verts. Je crois que ça s'appelle comme ça. C'est qu'elle propose gratuitement des animations nature toute l'année, partout en Île-de-France. Je l'ai déjà dit, c'est gratuit. Et sur tous les thèmes, c'est-à-dire que moi, j'ai découvert ça l'année dernière. Je vivais en Île-de-France à l'époque et j'ai fait plein de trucs. J'ai fait initiation à la mycologie. Ah non, ça a été annulé. Enfin, c'était sur les champignons. J'ai fait méditation en forêt où on marchait et on méditait en forêt. J'ai fait comprendre la forêt pour le bien-être du potager où on observait la forêt pour pouvoir s'inspirer des pratiques naturelles pour notre propre potager parce qu'à l'époque j'avais un potager. J'ai fait une nuit à la Belle Étoile avec des gens et puis j'ai fait plein d'autres trucs. Mais bref, tu t'inscris, en fait tu vas sur leur site Agence des espaces verts de France et ils te proposent plein de trucs. Pourquoi il pleut là à moitié? C'est chelou. Trop chelou. Juste pour vous dire, il fait 30 degrés. Et je suis sous un sapin. Et genre, j'ai des vieilles gouttes d'eau qui tombent sur le corps. Et je me demande si un animal ne m'a pas pissé dessus. I don't know. Dans ma sapinette. Et donc, je m'inscris sur le site de l'Agence des espaces verts. Et ensuite, par groupe de 10 ou de 15, on faisait des activités. Bon, partout. Par contre, c'est un peu partout en Île-de-France. Ah oui, on a fait aussi observation des oiseaux. C'était trop stylé, ça. Enfin, moi, j'adore tout ça. Et donc, une fois, on a fait une nuit à la Belle Étoile. Et donc, le bail, c'était de se retrouver à 10 ou 15. Il y avait des enfants et tout. Et on a fait une petite randonnée. Et on s'est posé dans un endroit de la forêt. Et on a dormi à la Belle Étoile. Et chacune se mettait là où il ou elle voulait. Et donc, moi, je me suis mise à l'écart parce que je voulais être tranquille. Et on a entendu le cri du chevreuil le soir. Le chevreuil, ça fait un cri très particulier que j'avais sans doute déjà entendu sans avoir jamais pu dire que c'était un chevreuil parce qu'en fait l'identifier parce qu'en fait je n'y connais rien au cri des animaux ni même aux animaux et du coup là le guide nous a dit c'était le cri du chevreuil et donc on l'a entendu et on a dormi à la Belle Étoile et bon j'ai pas très bien dormi mais j'ai dormi quoi, ce qui était assez marrant. Et après je l'ai refait toute seule, en plus on a dîné ensemble, enfin c'était grave cool, et après je l'ai refait toute seule donc je suis allée à côté de chez mes parents. À l'époque j'habitais chez mes parents dans les Yvelines. Je suis allée genre à 2 kilomètres, j'ai pas planté ma tente, du coup j'ai juste mis mon sac de couchage, enfin mis une bâche par terre, mis mon matelas gonflable, mis mon sac de couchage et j'ai dormi à la Belle Étoile. Bon, il se trouvait que en fait je m'étais mise sous le couloir aérien de l'aérodrome du village où habitent mes parents. Du coup en fait j'ai entendu des avions jusqu'à 23h, c'était super. Et c'était une forêt avec plein de détritus, enfin une sorte de décharge parce que malheureusement il y a aussi beaucoup de décharges dans les forêts. Donc c'était pas ultra glamour, mais j'ai fait comme ça ma première nuit à la Belle Étoile toute seule. Et ensuite, récemment au mois de mai, j'ai fait le chemin de Stevenson, donc un chemin de randonnée entre le Puy-en-Velay et Alès dans le Gard. Donc ça part du Massif Central, le Puy-en-Velay, ça va jusqu'à Alès dans le Gard. 300 km à pied. Et l'avant-dernière nuit, j'ai fait à la Belle Étoile dans les Cévennes parce que je voulais le faire. Et donc ça a été ma 3e nuit à la Belle Étoile, plutôt en mode rando itinérante. Et donc là, dans les Pyrénées, j'aimerais bien sûr refaire une nuit à la Belle Étoile, au moins une, pour observer ce qu'on dit des Pyrénées, c'est-à-dire la Voie lactée, quoi, les étoiles.
Il paraît que dans les Pyrénées, c'est incroyable. Pardon, je suis claquée, je me suis levée à 6h pour partir à 7h marcher et éviter la chaleur et j'ai marché pendant 6 heures d'affilée. Je suis déglinguée. Mais du coup, ça fait 1 mois et demi que je suis dans les Pyrénées. Et genre, j'ai toujours pas regardé les étoiles, je vous jure. Mais après, moi, la nuit, je dors. Et comme je suis souvent sous des arbres, en fait, je vois pas les étoiles. Et puis, si je suis sous ma tente, je risque pas de les voir non plus. Donc, la nuit de la belle étoile, ça se justifierait vraiment, mais il faut que toutes les circonstances soient réunies. Et elles ne le sont pas encore. Voilà! C'est ce que je voulais dire sur le sujet de la peur du bivouac sauvage. C'est juste une question d'habitude, c'est juste une question d'habitude, c'est juste une question d'habitude. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode hors série de mon podcast Sologamy au sujet de mon Survivor Tour, de mon Tour de France à pied contre les violences sexistes. Si vous voulez suivre mes aventures au jour le jour, ça se passe sur Instagram. Mon pseudo c'est MarieAlbertFR. Si vous n'avez pas Instagram, je suis aussi sur Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok, Strava, Goodreads. Je sais pas, je suis partout, donc cherchez juste MarieAlbertFR et vous allez me trouver. Je raconte aussi mes aventures. Et puis la semaine prochaine, je vous fais un épisode sur la solitude et la lenteur, parce qu'il y a aussi beaucoup de questions sur comment tu arrives à marcher seul. Est-ce que t'as pas peur d'être seule? Est-ce que tu t'ennuies pas? Et donc, je ferai un autre épisode sur ça qui sort la semaine prochaine. Bisous, bisous! PS, j'ai oublié de vous dire que dans la partie me cacher, évidemment, il y a des personnes qui savent où je me trouve quand je bivouaque dans la forêt, parce que j'ai dit que personne ne savait où je me trouvais sur les réseaux sociaux, mais il y a mes copilotes qui me suivent toutes les 24 heures sur Polar Step. Polar Step, c'est une application où les gens peuvent suivre la localisation d'autres personnes en voyage. Et donc, j'ai 2 copilotes. Cette année, c'est mon père et mon frère qui savent normalement toutes les 24 à 72 heures où je me trouve très exactement, parce que mes copilotes sont censés s'assurer que je suis en vie toutes les 72 heures. Et si je ne suis pas en vie, sont censés prendre des mesures, genre appeler la police. Et donc, c'est faux que personne ne sait où je me trouve. Il y a 2 personnes qui savent où je me trouve au moins. Mon père et mon frère, qui sont mes copilotes. Et donc, si vous voulez aussi bivouaquer, partir en aventure, je vous conseille d'avoir des copilotes, n'importe qui puisse. Moi, je leur envoie ma localisation sur Polar Step, et quand j'ai pas assez de 4G, je leur envoie par SMS. Voilà, bisous encore.